Pourquoi ce live? J'en ai un peu parlé tout à l'heure au moment du lancement de ce live, mais il y a beaucoup de choses qui circulent autour de la naturopathie, que ce soit dans les médias, sur les réseaux sociaux ou même dans notre entourage. Même moi qui travaille dans le secteur de la naturopathie, depuis quelques années maintenant, je me rends compte qu'il y a beaucoup de gens autour de moi qui ne comprennent pas exactement ce que fait un naturopathe. J'entends un peu tout et n'importe quoi sur ce métier. Et aussi dans la presse, faut dire ce qui est, c'est pas forcément l'aspect le plus flatteur du métier naturopathe qui est souvent le mis en avant parce que bon, c'est des soucis d'audience, la presse a des besoins en termes de clics, etc. Donc ils vont forcément mettre l'accent sur ce qui fait polémique, ce qui fait parler, et donc forcément ce qu'il y a de plus un peu catastrophique. Mais en fait, la naturopathie, il y a énormément de choses, c'est une réalité et un métier qui est très hétéroclite, comme je vais essayer de vous le montrer. Mais voilà, en tout cas, c'était un peu le pourquoi de ce live. Ces derniers temps, on a entendu parler de beaucoup de polémiques, comme le cas de Eric Gandon, qui a animé des stages de jeunes, qui se présente comme naturopathe, et une des personnes qui participait à ce stage de jeunes est décédée parce qu'en fait, elle n'avait pas la condition médicale et physique nécessaire pour suivre un jeûne. Le jeûne, c'est quelque chose de très strict, qu'il faut savoir encadrer. Tout le monde ne peut pas faire un jeûne comme ça aussi long. En plus, c'était un jeûne de plusieurs jours. Donc voilà, donc cette personne est décédée. Donc forcément, ça crée une vive émotion. C'est normal que la presse en parle. C'est quelque chose contre laquelle il faut lutter. Mais voilà. À partir de ce moment-là, forcément, les amalgames sont vite faits. Eric Gandon se présente comme naturopathe. Les naturopathes sont des charlatans. Bon, on connaît un peu ces raccourcis. Je vais en parler un peu plus en détail un peu plus tard. Il y a aussi eu, je pense que vous en avez toutes et tous entendu parler, le scandale autour de Doctolib. Doctolib qui a décidé, sous la pression d'un certain nombre de personnes, un certain type de personnes, des groupes de pression, de retirer l'accès à sa plateforme aux personnes, aux professionnels du bien-être, c'est les naturopathes, mais pas que. Il y a aussi les sophrologues qui ont été retirés de Doctolib, qui ont dû quitter Doctolib. Doctolib, je le rappelle, c'est une plateforme qui permet à des personnes de prendre un rendez-vous avec un professionnel, notamment de la santé, donc les médecins, etc. Mais jusqu'à il y a pas très longtemps, on pouvait prendre un rendez-vous aussi avec des naturopathes, des sophrologues. Bon, d'une certaine manière, c'est pour le mieux. Ça évite aussi la confusion entre le secteur médical et le secteur de la naturopathie, qui sont deux mondes assez éloignés, comme je vais essayer de vous le montrer pendant ce live. Voilà, donc là j'ai mis d'autres exemples de cas un peu catastrophes dont la presse parle. Il y a aussi, en ce moment même, aujourd'hui jusqu'à demain, les assises nationales autour des dérives sectaires, donc qui sont organisées par le gouvernement, qui font appel à un certain nombre d'experts, de scientifiques, mais aussi des professionnels de la santé, et puis des membres de la Miviludes. La Miviludes, que vous connaissez peut-être, c'est cette organisation interministérielle qui est en charge de lutter contre les dérives sectaires et qui fait un très bon boulot à ce niveau-là. Mais voilà, et encore une fois, à l'occasion de ces assises, la presse a parlé évidemment des naturopathes, des risques de dérives sectaires qui sont liés à la naturopathie, sur lesquels j'aimerais pouvoir revenir aussi. Et enfin, j'ai mis pour l'anecdote l'affiche de la série Une meilleure version de moi-même avec Blanche Gardin qui a été diffusée sur Canal+. Je ne sais pas si vous l'avez vue, mais en tout cas, c'est l'histoire de Blanche Gardin elle-même en tant que comédienne qui souffre de problèmes, à vrai dire, intestinaux, qui a très mal au ventre, qui va voir un naturopathe, et le naturopathe lui conseille d'arrêter la comédie, parce que selon lui, c'est ça qui crée chez elle ces troubles intestinaux. Et s'ensuit une longue descente aux enfers pour Blanche Gardin dans cette série, alors qu'elle essaye de prendre soin d'elle, etc., par des techniques naturelles, elle va de plus en plus mal en fait. Mais en fait, cette série parle plus profondément de l'errance, de l'époque moderne en quelque sorte, et de la dépression. Et même si cette série est une critique de la naturopathie, ou en tout cas d'une forme de naturopathie, elle a le mérite au moins d'être drôle, même s'il y a des aspects bien sûr qui le sont un peu moins, notamment quand elle parle du féminisme, etc. Du coup, désolé, j'ai juste des petites manips à faire. Voilà. Du coup, l'objectif de ce live. J'aimerais vous expliciter en fait d'abord, avant tout,
un peu une vision normative de la naturopathie. Quand je dis une vision normative, c'est-à-dire que c'est pas forcément une vision qui colle absolument à toute la réalité, mais c'est en gros ce qu'à l'école de santé naturelle on pense que doit être la naturopathie, le rôle de la naturopathie, la place du naturopathe dans la société. C'est la vision qu'on défend, et c'est aussi une vision qui correspond quand même, faut le dire, à une certaine réalité, parce que on travaille avec énormément de naturopathes, et quand on voit nos élèves, etc. aussi, puis on connaît quand même beaucoup de gens dans ce milieu, en fait, c'est quand même une vision qui est partagée. C'est-à-dire que la vision que je vais essayer de vous expliciter pendant ce live, c'est pas nous qui sortons tout seuls avec cette vision, c'est quand même, ça correspond à une réalité de la naturopathie, à ce que pense une partie des naturopathes, et c'est pour ça en fait que je vais me permettre d'affirmer certaines choses dans ce live, sans pour autant rentrer dans des études forcément sociologiques. Le but n'est pas de faire un live sur la sociologie en quelque sorte de la naturopathie, du métier de naturopathe, mais voilà, plutôt vous expliciter une vision du métier et de cette discipline. Je vais aussi rappeler, parce que c'est important, que la naturopathie n'est pas exempte de dérives. Il en existe, les exemples que je vous ai montrés avant en font partie, c'est pas les seuls, on en entend souvent parler, la presse s'en saisit d'ailleurs assez souvent dès qu'il y a une dérive dans le secteur de la naturopathie et que les conséquences sont assez graves. La presse en parle, mais même au-delà de la presse, il existe quand même un certain nombre de dérives que je vais évoquer. Il faut pas se voiler la face, et on va pouvoir en parler, mais je vais aussi vous montrer que ça ne représente pas l'ensemble du secteur, et encore moins l'ensemble des naturopathes. Dans ce live, je vais aussi essayer de répondre aux critiques les plus courantes qu'on peut adresser à la naturopathie, qui sont liées notamment parfois à ces dérives, et après à des amalgames, des raccourcis qui sont faits et qui sont dommageables en fait pour le secteur et pour le métier. Et notre but par ce live, c'est aussi de réaffirmer en fait que la naturopathie, c'est quelque chose de positif, c'est quelque chose qui est utile à la société. Les naturopathes font un formidable travail d'éducation au bien-être, d'éducation à la santé, et c'est là-dessus que on essaye de capitaliser au maximum lorsqu'on est naturopathe, et il y a des manières de le faire, des méthodes de le faire, et c'est là-dessus aussi que je vais revenir pendant ce live. Et enfin, je vais vous parler forcément de l'école de santé naturelle et de son positionnement et de sa déontologie. Donc en gros, un peu synthétisé par nos cours, par notre accompagnement, par la manière qu'on a d'être une école de naturopathie, l'ensemble de cette vision que je vais vous expliciter tout au long de ce live. N'hésitez pas, si vous avez des questions en tout cas dans le chat, j'y jette un œil, je l'ai à côté de moi, là Roland le regarde aussi, donc je prendrai le temps au fur et à mesure du live d'y répondre. Et si vous avez des idées à faire passer, des messages à faire passer, etc., n'hésitez pas, on pourra en discuter. Je pense qu'il y a certaines choses que je vais dire qui peuvent vous faire réagir, donc voilà, si vous avez des réactions par rapport à ça, n'hésitez pas. C'est le but aussi de ce live, hein, c'est de créer un dialogue autour de la naturopathie. Lucie, j'ai commencé ce matin le cours sur l'appareil digestif en replay en attendant ma remise à niveau. Ah, donc vous êtes inscrite à la promotion des baies de goji et vous avez participé à ce cours sur la formation intestin. Je suis content que ça vous ait plu. Donc voilà, comme je le disais, le but de ce live, ce n'est pas de se voiler la face. La naturopathie manque d'encadrement en France, c'est un constat, c'est un secret pour personne. Le gouvernement, pour l'instant, fait un peu l'autruche, si je peux dire, sur cette question. Il y a aucune réglementation. D'ailleurs, la France est en retard sur cette question par rapport à ses voisins européens. L'exécutif européen, donc la Commission européenne, en 1997 déjà, a donné une directive de réglementation de la naturopathie à l'échelle de la nation. La France s'y refuse pour l'instant. Bon, du coup, ça entraîne forcément un certain nombre de dérives. La première qu'on peut citer, c'est la pauvreté de certains parcours de formation. Aujourd'hui, tout le monde peut proposer des parcours de formation en naturopathie, mais voilà, c'est un peu vide de contenu, quoi. Enfin, sans réelle connaissance qui soit transmise, sans réel accompagnement, et c'est déjà un premier problème. Ça mène aussi, du coup, à des gens qui sont mal formés et qui peuvent aussi manquer d'éthique, de déontologie, qui peuvent faire preuve avec leurs clients de malhonnêteté, et qui peuvent, rarement, mais c'est vrai, utiliser leurs clients afin d'assouvir des intérêts personnels. Il existe aussi des dérives sectaires. C'est quelque chose qu'il faut
pas négliger non plus. Les rapports de la Miviludes, donc la Miviludes que j'ai déjà cités, sont assez éclairants à ce sujet. Donc ils ne pointent pas uniquement la naturopathie, mais ils en parlent en disant que la naturopathie, dans un certain mesure, dans la mesure où parfois des gens se tournent vers la naturopathie parce que ils sont en errance médicale, parce qu'ils ne trouvent pas la solution à leurs problèmes auprès de la médecine conventionnelle, peuvent s'avérer des personnes un peu plus fragiles, qu'il est plus facile de manipuler et qui peut créer clairement des dérives sectaires. Donc ça rejoint aussi ce manque d'éthique et ce désir qu'ont certaines personnes qui se prétendent naturopathes. Mais encore une fois, je vais vous expliquer que selon à nos yeux, ces gens-là qui pourtant se prétendent naturopathes ne le sont pas, parce qu'en fait c'est antinomique, c'est contradictoire même avec la nature de la naturopathie, enfin avec le fondement de la naturopathie, que de se comporter ainsi. Mais voilà, c'est quand même des dérives qui existent. Des gens qui se prétendent naturopathes peuvent être à l'origine de phénomènes sectaires, malheureusement. Le complotisme aussi, c'est une dérive qu'on a pu remarquer, des idées un peu, voilà, je sais pas forcément si c'est lié à la naturopathie, mais on sait qu'il y a un certain nombre de personnes qui se présentent comme des naturopathes qui peuvent relayer des idées complotistes. Le détournement d'un traitement médical adapté est nécessaire. Là, encore une fois, je suis intransigeant sur cette question à l'école de santé naturelle, on le sera tous. Il n'est en aucun cas dans le rôle du naturopathe, et j'espère que vous le comprendrez et que tout le monde le comprend et que c'est clair pour tout le monde, de détourner une personne d'un traitement médical adapté. Si quelqu'un a le cancer, si une personne a le cancer, si une personne a une maladie, etc., il faut qu'elle soit suivie, il faut qu'elle ait un traitement qui ait fait ses preuves, dont on a des preuves d'efficacité sur le plan clinique. Et ces traitements-là, souvent, sont chimiques et ils sont apportés par la pharmacie et par la médecine. Aussi, l'usage fallacieux de la science et l'absence d'esprit critique. Bon, ça c'est quelque chose qui peut aussi revenir de temps en temps. L'usage fallacieux de la science, c'est-à-dire d'invoquer des concepts scientifiques pour en fait décrire des réalités qui n'en sont pas, enfin des fausses réalités justement. C'est une dérive qu'on peut noter, mais ça peut être aussi lié à la pauvreté de certains parcours de formation et dans l'idée, en fait, dans une mauvaise compréhension parfois de certaines théories scientifiques. Et enfin, l'idéalisation de la nature, qui peut être, selon moi, une dérive, mais plutôt philosophique, c'est-à-dire croire que la nature, en fait, c'est une sorte de chose en face de nous, à laquelle il faut se soumettre. C'est pas exactement ça. La notion de nature est très complexe sur le plan philosophique, et aussi, il faut pas croire que tout ce qui est naturel est bon. Enfin, c'est quand même quelque chose, on le sait, certaines plantes peuvent s'avérer très dangereuses si elles sont mal prises, par exemple. Bon, les plantes, c'est un exemple, mais ce qui est naturel n'est pas inoffensif. Ça, faut bien le comprendre. Et malheureusement, on peut aussi entendre certaines personnes, encore une fois, qui se prétendent naturopathes. Je préfère dire qu'ils se prétendent naturopathes parce que pour moi, c'est des gens qui sont pas vraiment naturopathes au sens où on l'entend, et qui vont véhiculer des fausses idées autour de l'innocuité de ce qui est naturel. Encore une fois, j'ai envie de rappeler qu'il faut toujours se méfier de certaines personnes, des personnes qui prétendent pouvoir tout guérir avec des méthodes miracles, que ce soit le jeûne, la médecine quantique ou la respiration, que sais-je encore. Il n'y a pas de méthode miracle, il n'y a rien qui puisse tout guérir. C'est impossible, ça n'existe pas. Voilà. Enfin, ce serait un secret très très bien gardé. Il faut aussi se méfier des personnes qui prétendent poser des diagnostics, alors qu'elles n'en ont pas la compétence. En France, seuls les médecins sont habilités à poser des diagnostics. Et voilà, faut bien respecter cette compétence qu'ont les médecins de poser un diagnostic. Faut aussi se méfier des théories irréfutables, de ce qui paraît absolument vrai. Toute vérité scientifique doit pouvoir être réfutée. Là, je m'en réfère au philosophe Karl Poppers. Et c'est la base, en fait, même de la démarche scientifique, c'est que ça doit pouvoir être réfuté, sinon c'est pas scientifique. Et enfin, des personnes qui n'acceptent pas la contradiction. Ça c'est quelque chose auquel je tiens aussi, je pense que ne pas savoir, ne pas reconnaître qu'on ne sait pas, surtout dans le domaine de la santé et du bien-être, en dit long, et est une attitude immorale. Vraiment, j'insiste là-dessus, pour moi, c'est un manque d'éthique aussi que de ne pas admettre et ne pas rester humble face à sa connaissance et face à ce qu'on ne sait pas. Enfin, voilà, donc je voulais vous dire, ce n'est pas la majorité des naturopathes, c'est un peu la forêt l'arbre qui cache la forêt, si j'ai envie de dire. Ça fait beaucoup de bruit, la presse en parle, même moi je me suis senti obligé au début de ce live de faire des rappels comme ça parce que c'est quand même nécessaire, notamment sur les réseaux sociaux, parce que
Combien de commentaires on a sous nos publications de gens qui vont faire des amalgames, qui vont nous rappeler tous ces dérives qu'on a. Oui, on en est conscient, ces dérives existent. Elles sont vraiment dommageables, mais je peux garantir que c'est vraiment pas la majorité des cas et qu'en fait il existe de nombreuses naturopathes qui font un travail formidable, qui sont soucieux de respecter la science, qui sont soucieux qui restent humbles, qui adoptent la posture qu'il faut, qui ne mettent pas en danger les personnes qui viennent les voir. Et c'est là-dessus que j'aimerais revenir. Déjà, qu'est-ce qu'être naturopathe? On peut dire un peu laconiquement, être naturopathe, c'est pratiquer la naturopathie. Bon, ça, j'ai pas dit grand-chose en disant ça. Qu'est-ce que c'est que la naturopathie? Je vais prendre la définition qu'en donne l'OMS, donc l'Organisation mondiale de la santé, qui s'intéresse à la naturopathie, qui a dit que c'est un ensemble de méthodes de soins visant à renforcer les défenses de l'organisme par des moyens considérés comme naturels et biologiques. Ça veut dire quoi exactement? Par soin, faut pas entendre soigner, au sens où on peut l'entendre conventionnellement de j'ai une maladie, je vais me soigner. Ça, c'est la médecine qui s'en occupe. Non, le soin ici, c'est la prévention, c'est prendre soin de quelque chose, de quelqu'un, d'un terrain, d'un corps, d'une psyché. Enfin voilà, c'est prendre soin au sens où un peu le take care anglais. On va prendre soin de quelque chose, on va éviter de on va éviter d'abîmer en quelque sorte le corps, la santé mentale, etc. Et on peut dire que c'est un peu du domaine de la prévention, même si la naturopathie n'a pas le monopole de la prévention comme on le sait. Il s'agit aussi de renforcer les défenses de l'organisme. Donc globalement, ça veut dire, en fait, c'est du bon sens. Éviter ce qui fait du mal à l'organisme et favoriser ce qui lui fait du bien. Les bons nutriments, l'activité physique, certaines plantes dans certains cas pendant une certaine durée, etc. Et enfin, des moyens considérés comme naturels et biologiques, en fait, ça veut dire qu'il n'a pas été transformé. Voilà, donc la nourriture transformée, etc. Qu'est-ce qu'être naturopathe? Qu'est-ce qu'être Je voudrais juste regarder un peu les questions. Fred Dupont qui demande: croyez-vous que ce soit le moment de se former à la naturo? Est-ce que c'est le moment? Est-ce qu'il y a jamais un moment ou pas? Enfin, aujourd'hui, c'est pas un métier qui est encadré, donc on peut penser que c'est pas forcément le moment. Après, est-ce qu'il le serait un jour? On ne sait pas. Vraiment, là, je pense que personne n'a la réponse à cette question. Je pense que je sais même pas si c'est des questions qui sont encore vraiment déjà en cours, en discussion au gouvernement. Je connais 2 ou 3 personnes qui travaillent au ministère de la Santé, qui sont pas dans le cabinet du ministre, mais qui n'entendent pas parler vraiment de discussions en cours autour d'une possible réglementation de la naturopathie. Après, c'est un peu, d'un côté, c'est un avantage, c'est que ça permet plus de liberté, etc. Mais bon, ça a aussi les inconvénients, des dérives dont je vous ai parlé. Pour ce qui est aussi du moment, sinon il y a un deuxième facteur à prendre en compte, qui est celui, mais je vais en parler plus tard, de quand même, on remarque qu'il y a, au niveau de la population globale, notamment depuis la crise du Covid et le confinement, qui a quand même pas mal marqué les esprits, un intérêt grandissant en tout cas pour la naturopathie. On entend un peu toutes sortes de chiffres, j'ai pas forcément envie d'en donner, mais il y a une partie, en gros, c'est la partie de la population qui s'intéresse à la naturopathie, qui va voir des naturopathes, est en progression. Et on peut le remarquer autour de nous. Moi-même, dans mon entourage, j'ai remarqué que depuis quelques 2-3 ans, j'ai envie de dire, la naturopathie intéresse de plus en plus de personnes. Donc, qu'est-ce qu'être naturopathe? Déjà, c'est un rapport à soi-même. C'est une philosophie de vie, en fait, la naturopathie. C'est un rapport à soi-même, à son corps, à son bien-être, à sa santé. C'est prendre soin de soi, comme je l'ai dit, par des moyens jugés naturels et biologiques, c'est-à-dire privilégier l'alimentation non transformée, privilégier peut-être de boire de l'eau quand on a mal au crâne, que de prendre un paracétamol, voilà, quand c'est juste de la douleur, etc. Voilà, ça peut être ce genre de choses. C'est un rapport aussi à soi, c'est une idée aussi que une sorte de c'est une philosophie de vie, mais c'est une philosophie de la vie aussi, hein, c'est une conception de la vie. Je vais revenir là-dessus et sur le vitalisme. C'est une idée que la vie va persévérer un peu, on va chercher quand même à se préserver, et on est animé par une énergie vitale dont il faut prendre soin.
Encore une fois, cette énergie vitale, je vais revenir dessus, elle n'est pas prouvée scientifiquement. On n'a rien qui peut nous justifier que cette énergie vitale aujourd'hui existe telle qu'on la conçoit en naturopathie, mais c'est un modèle de pensée quand même qui est intéressant, je vais revenir dessus, et qui en fait peut donner des éléments et une sorte d'éthique en fait, éthique au sens de manière d'être au monde, de gérer son action. Du coup, c'est aussi un rapport aux autres, être naturopathe, c'est donner des conseils, prendre soin des autres, de son entourage en premier lieu. Beaucoup de gens se forment à la naturopathie pour prendre soin des membres de sa famille, les parents, les enfants, le mari, la femme, ou alors des amis, donner des conseils, être la personne un peu à qui donne des conseils alimentaires, de gestion du stress, etc. Ensuite, c'est aussi une activité économique. Cette activité économique, elle se décline en plusieurs points. Il y a le naturopathe en cabinet, qui est la figure qu'on connaît le plus, enfin en tout cas dont on entend peut-être le plus parler, donc c'est un accompagnant. Il y a un formateur. Ça peut être une personne qui va former des futurs naturaux, ou alors qui va proposer des formations à un public, au grand public, sur des thématiques en lien avec la santé. Il y a des rédacteurs, donc des gens, ça en métier aussi, un truc qui est de plus en plus, c'est l'idée de créer du contenu, des blogs, etc. Ça peut être un métier, une activité économique. Il y a animateur d'ateliers, donc dans les entreprises, aller dans les entreprises, proposer des services autour du bien-être en entreprise, au travail, etc. C'est un exemple, il peut y en avoir d'autres, ça peut être des ateliers de cuisine, enfin voilà, il y a plusieurs choses. Et après, il y a aussi des restaurateurs, des dirigeants d'épiceries bio, de cafés, on en a parmi nos profs qui ont ouvert leur restaurant, qui proposaient des plats conçus à partir de principes naturopathiques, etc. Donc c'est aussi une activité économique, c'est pas juste un rapport à soi-même, on peut en rester au rapport à soi-même, se former pour soi, se former pour les autres, et on peut aussi vouloir se former pour en vivre économiquement. Et enfin, dans certains cas, pardon, il y a un SAK, il y a une petite faute, mais dans certains cas, ça peut être aussi du militantisme. Du militantisme pour une alimentation plus saine. Ben oui, c'est vrai qu'on peut vouloir que tout le monde puisse manger plus sainement, parce qu'on sait qu'on mange très mal depuis quelques décennies en Europe. C'est le cas notamment d'une de nos profs, de Ombline, qui s'est formée à la naturopathie, dont la mission, c'est de former les gens, de faire permettre aux gens de prendre conscience de l'importance d'une alimentation saine, à la fois pour le corps mais aussi pour la planète, parce que l'écologie aussi est un point important en naturopathie. Forcément, la nature occupe une place importante, et le respect de la nature, des cycles naturels, des cycles naturels environnementaux, etc., de l'environnement, de la biodiversité, a une importance est très importante en naturopathie. Par exemple, un naturopathe qui va utiliser les plantes va avoir le souci de choisir des plantes locales, qui va pas faire venir de loin, enfin au maximum en tout cas. Pareil pour sa consommation d'aliments, d'aller chercher au plus proche de chez lui ce qu'il peut manger et qui lui fera du bien. Maintenant, passons-en aux idées reçues. La première idée reçue, peut-être un peu la plus polémique dans ce que je vais dire, mais c'était important pour moi de refaire un point dessus, c'est que le naturopathe se pose en alternative au médecin. C'est quelque chose qu'on entend souvent, même chez les naturaux, même chez des gens très bien intentionnés, qui relèvent pas des dérives dont je vous ai parlé tout à l'heure. Ça, c'est un peu une vision qui nous est très très personnelle à l'école de santé naturelle, mais on y tient. On n'aime pas parler de médecine alternative, on n'aime même pas parler de médecine complémentaire, qui peut être parfois utilisée pour parler de la naturopathie, parce qu'on est en France, et qu'en France, le champ de la médecine est strictement défini. C'est les personnes qui sont habilitées à poser un diagnostic, à poser des traitements. Ces gens-là ont un certain cursus universitaire et appartiennent à l'ordre des médecins. Voilà, c'est comme ça que la France définit un médecin, et on va pas empiéter sur ce territoire-là. C'est le territoire de l'ordre des médecins, C'est un abus de langage, en quelque sorte, que de parler de médecine alternative, de médecine complémentaire. Ça vient, même l'OMS en parle, l'OMS définit la naturopathie comme étant une médecine traditionnelle, une des 3 médecines traditionnelles, avec la médecine chinoise et la médecine ayurvédique. On se prend même nos distances par rapport à l'OMS, à l'école de santé naturelle, mais on n'est pas les seuls à faire ça, je vous rassure, mais c'est peut-être l'un des propos que je vais tenir qui est le plus personnel à l'école de santé naturelle. On n'aime pas parler de médecine de manière générale lorsqu'on parle de naturopathie. Pour nous, c'est pas... Voilà, la médecine en France est strictement définie, et on respecte cette définition. Le naturopathe est un accompagnant, et il va
on va le voir avoir un champ d'action qui est quand même différent de celui du médecin. La deuxième idée reçue, c'est le naturopathie s'affranchit de la science. On entend souvent la naturopathie s'appuie sur aucune preuve scientifique, et ça c'est faux, archi faux. Alors certes, j'ai évoqué tout à l'heure le vitalisme, qui est un concept fondamental en naturopathie, c'est l'idée qu'il y a une énergie vitale en nous qu'il faut préserver. Aujourd'hui, c'est pas un modèle qui est, particulièrement pertinent en biologie ou dans les sciences de la vie. Par contre, c'est un modèle de pensée, une philosophie de vie, un rapport à soi, comme je l'ai dit, qui a son intérêt. Ensuite, le naturo, faut le savoir quand même, quelqu'un qui se forme à l'école de santé naturelle le sait très bien, a des connaissances pointues en anat physio. Enfin, c'est la base de la base, de savoir comment fonctionne le corps humain. Et pas seulement de savoir placer l'intestin et l'estomac, mais comprendre vraiment les mécanismes du corps, de l'échelle microscopique à l'échelle macroscopique, et dans son équilibre et son déséquilibre. Et enfin, le naturopathe, au-delà des connaissances du corps humain, de comment fonctionne le corps humain, mais pas que le corps humain d'ailleurs, il y a la psychologie aussi, la psychologie est une science, et le naturopathe s'intéresse à cette science aussi, comprendre l'organisation de la psyché humaine, et comment celle-ci peut impacter les comportements, les pensées, et aussi d'une certaine manière le bien-être et la santé. Enfin, le naturopathe doit pouvoir s'appuyer sur la recherche scientifique dans la pratique, et la science dit des choses concernant les moyens de prendre soin de soi avec des méthodes naturelles. Ça, c'est quelque chose que, je pense, l'une des choses qui est les plus oubliées. Quand on a affaire à des détracteurs de la naturopathie, ils nous disent oui, il n'y a rien de... Si, la science dit des choses. Là, je vous ai donné des exemples, mais j'aurais pu en prendre plein d'autres. D'ailleurs, je vous invite à aller voir le site PubMed, qui est la référence de toutes les études autour de la santé. Il y a des choses sur cette plateforme qui parlent des techniques de la naturopathie. Là, je vous ai donné un exemple. Sur le sauna, c'est une revue de tout ce que le sauna peut apporter comme bienfait à partir d'études cliniques sur les bienfaits du sauna. Donc le sauna qui est une technique qu'on range traditionnellement dans l'hydrologie, qui fait partie de la naturopathie. Et là, je vous ai mis une autre étude aussi sur le St. John's wort, donc en français le millepertuis, qui est une plante aux effets sur notamment les états un peu dépressifs ou sur certaines formes de mal-être qui a pu être étudié dans des cadres scientifiques par la recherche. C'est d'ailleurs un des points de notre formation, c'est que nos élèves, vraiment, on les incite vraiment à aller chercher les sources, à aller en fait voir ce que dit la science sur une thématique pour pas sortir du chapeau des idées, pour pas répéter forcément tout ce qu'on leur dit, pour pas aussi en naturopathie il y a parfois des sources qui sont pas des écrits scientifiques. Il faut savoir aussi comprendre ce que c'est qu'un article scientifique, un article revu par les pairs. Et du coup, on demande à nos élèves de faire ce travail. Donc là, je vous ai mis des exemples de ce que nos élèves font. Par exemple, le rôle de la nutrition dans l'accompagnement des maladies auto-immunes rhumatismales. Désolé, j'ai un petit problème sur ce mot, mais voilà, c'était pour vous donner un exemple de sujet. Et à côté, à droite sur l'écran, vous avez, à ma droite sur l'écran, je sais pas si c'est votre droite, mais vous avez aussi du coup les ressources. Donc des études scientifiques que l'élève a trouvées sur cette question-là. Et ensuite, on va leur demander d'en faire un travail de recherche, donc un petit mémoire. Mais c'était quand même la première étape des choses qu'on leur a demandé, c'est OK, vous avez un sujet, vous avez une thématique donc en lien avec la naturopathie, une technique naturopathique que vous voulez approfondir ou alors un accompagnement que vous voulez approfondir. Très bien, mais pour faire ce travail, vous allez devoir nous trouver un certain nombre de ressources scientifiques. Et on entend bien scientifique. On leur a donné des cours à nos élèves sur comment lire des études scientifiques, comment les critiquer, comment prendre du recul, comment analyser la méthodologie employée, dans justement le but aussi de leur permettre de comprendre en fait ce que c'est que la science, la démarche scientifique, et de savoir en fait peser ce qui est du propos scientifique et ce qui ne l'est pas. Idée reçue numéro 3.
Oui, Joe, pardon, c'était PubMed, comme vous l'avez écrit. Le naturopathe est un charlatan. Ça, c'est quelque chose qu'on entend beaucoup. Bon, vous l'aurez compris, ça fait aussi lien avec ce que j'ai dit tout à l'heure, mais je vous ai mis la définition de ce que c'est qu'un charlatan. Un vendeur ambulant. Alors anciennement on disait ça, un vendeur ambulant qui débitait des drogues, arrachait les dents. J'ai mis ça juste pour l'anecdote. Je trouvais ça marrant parce que j'avais souvent entendu parler de cette expression mentir comme un arracheur de dents, mais je comprenais pas d'où ça vient et là je comprends mieux. Mais sinon, donc c'est la définition qui est plus, on va dire, plus récente, plus contemporaine, un imposteur qui exploite la crédulité publique. J'ai envie de dire qu'en fait, c'est exactement l'inverse du rôle du naturopathe. Le naturopathe vise à l'autonomie de son client. Le but d'un naturopathe, c'est de rendre son client autonome, de faire en sorte qu'il ait toutes les clés. Ça peut prendre 1, 2, 3, 4, 5 séances s'il le faut, mais l'objectif du naturopathe, et c'est peut-être un peu illogique sur le plan commercial, mais en tout cas, c'est le but d'un naturopathe, c'est de rendre son client autonome. Donc, il va forcément s'adresser davantage à son esprit critique, à sa capacité à faire un retour sur lui-même, sur comment il se sent, sur comment il pense, sur comment il mange, quel est son mode de vie, comment il bouge, etc. Et à réinterroger les injonctions qu'il a pu intégrer tout au long de sa vie. Et quand je parle d'injonctions, ces injonctions nous viennent souvent du milieu marketing, les amis laitiers sont nos amis, enfin les produits laitiers sont nos amis pour la vie, etc. Et les réinterroger. Donc voilà, donc le naturopathe apporte une démarche critique. En fait, incite à la démarche critique, c'est-à-dire il va rendre autonome. Donc il va pas exploiter la crédulité publique, il va au contraire exploiter si je peux dire, l'esprit critique de son client et dans le but de le rendre autonome. Donc j'aime bien du coup finalement cette critique de la naturopathie par le charlatanisme, parce qu'en fait c'est quasiment tout l'inverse le naturopathe, c'est quasiment tout l'inverse du charlatan. L'idée reçue numéro 4. Naturopathe est un gourou. Donc en fait, ça revient un peu au même que le charlatanisme, et j'en ai parlé un peu plus haut dans le live. Le charlatanisme, en gros, le gourou, le maître à penser, en gros c'est ça, le gourou c'est un maître à penser, c'est soi-disant quelqu'un qui détient une vérité absolue, ce qui n'est vraiment pas le cas du naturopathe, et le naturopathe le reconnaît. Le naturopathe par nature est censé adopter une position humble, une position d'humilité. En fait, il y a quelqu'un qui arrive en face de lui, qui va commencer à lui parler, à lui exposer sa vie, à lui exposer ses habitudes alimentaires, en fait aussi à lui répondre à certaines questions qui vont donner au naturopathe des indications sur comment fonctionne son corps, etc. Et il va forcément, le naturopathe va forcément devoir adopter une posture humble, une posture de je ne sais pas, pour pouvoir poser ces questions-là. Le naturopathe, on fait souvent le lien du naturopathe et de l'enquêteur. C'est un peu ça, le naturopathe doit enquêter un peu sur le mode de vie de son client pour bien comprendre quelle est sa situation globale. Mais du coup, pour adopter cette posture, un enquêteur, il doit en fait oublier tout ce qu'il sait, il doit oublier tout ce qu'il croit savoir, il doit être humble, il ne doit pas on peut pas arriver en étant naturopathe et dire à quelqu'un c'est comme ça qu'il faut penser, c'est comme ça qu'il faut faire, c'est comme ça que ça marche pas en fait, hein. La psychologie humaine elle marche pas comme ça, et en fait le naturopathe il doit faire ce qu'il peut, donc déjà être un enquêteur, donc humble, et ensuite il doit pouvoir vraiment s'adapter à la personne, et pour s'adapter à la personne, il faut aussi que le naturopathe renonce parfois à ce que lui il aurait eu envie de faire, à ce qu'il aurait envie de dire, à ce qu'il aurait envie de recommander, parce qu'il se rend bien compte que c'est pas possible, que ça colle pas avec la personne qu'il a en face de lui, qui arrive avec une condition physique, une condition psychologique, une histoire, des origines, etc. 5e idée reçue, la naturopathie, c'est pour les riches. Ça, c'est quelque chose qu'on a souvent entendu. C'est-à-dire, en gros, pour aller voir un naturopathe, faut l'argent. Alors oui, une séance de naturopathie, ça peut coûter cher. Après, il y a des naturopathes qui adaptent le budget en fonction de votre situation, si vous êtes des étudiants, si vous êtes sans emploi, etc. Faut le savoir, faut les trouver, mais il faut le savoir, il en existe. Et puis en fait aussi, je reviens sur ce concept de holisme dont vous avez peut-être déjà entendu parler et qui est aussi un des piliers de la naturopathie. C'est l'idée que il faut prendre en compte
globalité de la personne. C'est-à-dire quand une personne vient chez soi, vient voir le naturo, il faut que le naturo soit capable de vraiment prendre en compte tous les aspects de sa vie, parce que tout est lié, parce que on peut pas isoler simplement le corps de l'esprit de la condition sociale en fait de la personne et environnementale. Et du coup, cette condition sociale, elle est aussi sociologique, c'est-à-dire que une personne, elle vient voir un naturopathe, elle appartient à un genre, elle appartient à une classe sociale, elle a des cultures, des origines culturelles, et qu'il faut savoir prendre en compte. Là, je vous ai mis un commentaire qui a été laissé sur les avis Google d'une naturopathe, et qui dit bien en fait que le client a remercié la naturopathe d'avoir adapté à son mode de vie et à son budget. C'est aussi ça le rôle du naturopathe. Il doit prendre en compte, il doit comprendre quel est un peu le budget de la personne qui est en face d'elle, et quand le naturopathe va faire des recommandations, il peut pas lui recommander d'acheter je sais pas combien de centaines d'euros de compléments alimentaires, lui dire qu'il faut absolument maintenant qu'il se nourrisse uniquement chez des grandes chaînes de magasins bio qui sont parfois assez chers, mais voilà, qu'il faut être capable de savoir à qui on s'adresse et comment, avec le budget de la personne, je peux l'aider à améliorer son hygiène de vie. Voilà, enfin, on va pas recommander une salle de sport à 150 € par mois à quelqu'un qui peut pas se l'offrir. Enfin voilà, c'est des choses comme ça qu'il faut vraiment avoir en tête. Et c'est pour ça que non, la naturopathie, c'est pas pour les riches. Au contraire, le naturopathe a vraiment, c'est dans son métier que d'être capable de prendre en compte en fait les spécificités, mais de la personne en face de lui, et les spécificités économiques. Et enfin, pour la petite anecdote, enfin, c'est pas une anecdote, mais rappeler aussi que on peut dire que manger bio, etc., peut coûter cher, et c'est vrai, mais manger des fruits et légumes frais, ce qui est quand même globalement la base en naturopathie, ça revient quand même toujours moins cher que de manger de la viande rouge. Voilà. Enfin, une idée reçue encore sur le naturopathe, c'est qu'il surfe sur un marché porteur. Voilà, ça on entend beaucoup, le naturopathe il fait ça pour l'argent, il y a un marché, le marché du bien-être, je vous ai parlé tout à l'heure du fait qu'il y a de plus en plus de gens qui s'intéressent à la naturopathie, et c'est vrai, et que du coup il y aurait des gens qui disent ah voilà une opportunité business, j'y vais. C'est pas ça, vraiment. 90% de nos apprenants à l'école de santé naturelle sont des personnes qui sont en reconversion professionnelle, donc c'est des gens qui ont déjà eu un métier avant, et pour une bonne partie d'entre eux, ils gagnent bien plus que ce qu'ils peuvent espérer en étant naturopathe. On ne devient pas naturopathe pour l'argent. Vraiment, ça c'est. Alors, on peut vivre. Bien sûr, il faut vouloir vivre de son métier. C'est pas du tout ça. Hein. Je suis pas en train de dire qu'on fait ça. On va faire des séances de naturopathie gratuitement. Non, la séance de naturopathie, elle a un prix. Il faut que les gens payent. Il faut que le naturopathe puisse payer son cabinet, payer ses frais, se payer. Enfin, en gros, se rémunérer lui-même. Mais c'est pas pour s'enrichir personnellement à outrance que quelqu'un devient naturopathe. C'est davantage pour la recherche de sens. Je vous ai mis là les résultats d'une enquête qu'on avait faite en 2021 auprès d'un public naturopathe, et plus de 75% des répondants sont allés vers la naturopathie après 26 ans. On peut en déduire qu'à cet âge-là, c'est uniquement de la reconversion. Donc encore une fois, les métiers de reconversion sont pas des métiers, pour la plupart, pas des métiers dont le but est de s'enrichir. Généralement, les gens vont vers d'abord plus jeunes des métiers où ils espèrent avoir de l'argent, avant de finalement se rendre compte que ça n'a plus forcément de sens pour eux, et d'aller vers des métiers qui ont plus de sens pour eux. Le naturopathe soigne avec les plantes. Voilà, ça c'est quelque chose que moi j'entends beaucoup aussi dans mon entourage. Quand je dis que je travaille dans le secteur de la naturopathie, on me dit c'est quoi la naturopathie? C'est soigner avec les plantes, c'est ça? Non, déjà on ne soigne pas avec les plantes. Soigner avec les plantes, ça sous-entend de guérir une pathologie ou une affection avec les plantes. Ça, c'est le rôle du médecin, et il va utiliser des médicaments plutôt que des plantes. Non, la phytologie, déjà, c'est une technique mineure en naturopathie. Quand j'ai une technique mineure, c'est-à-dire que c'est pas une des techniques, ce qu'on traditionnellement appelé les 3 techniques majeures qui sont en bas, là, à l'écran: l'alimentation, la gestion des émotions et l'activité physique. Et le rôle de la phyto, ça va pas être de guérir quoi que ce soit. Ça va être d'améliorer le terrain avec les bienfaits et le principe actif de la plante, et qu'est-ce qu'elle peut provoquer de bien et dans le fonctionnement des organes, mais pour du long terme, quoi, pas pour guérir comme ça, même si parfois on peut chercher à soulager une petite brûlure, un petit aft, etc. avec des plantes. C'est pas ce qu'on appelle guérir à proprement parler. Le naturopathe verse forcément dans l'ésotérisme. Alors ça,
j'ai envie de dire que on peut être naturopathe et ésotérique. On peut être naturopathe et avoir des croyances, qu'elles soient spirituelles, religieuses ou ésotériques. On peut être naturopathe et faire du tarot à côté, etc. Mais c'est pas le cœur du métier du naturopathe. Hein. Il y a énormément de naturopathes qui se disent 0% ésotérique, 100% pragmatique. Voilà, c'est des choses qu'on peut lire un peu, et c'est vrai, c'est pas du tout le cœur du métier du naturopathe que d'être ésotérique. Et on peut tout à fait vivre de la naturopathie et exercer en tant que naturopathe et se lancer dans la naturopathie sans cultiver cet aspect ésotérique, si on n'est pas à l'aise avec. Et on peut aussi ne pas choisir de ne pas aller voir un naturopathe qui serait trop ésotérique. D'ailleurs, à l'école Santé Naturelle, comme ça c'est dit aussi, on n'enseigne pas les techniques énergétiques et vibratoires, qui pour nous sont de l'ordre de l'ésotérisme. Le naturopathe s'appuie sur un savoir archaïque. Donc archaïque, ça veut dire ancien, enfin désuète, etc. Et ça, c'est souvent reproché aux naturopathes, notamment parce qu'ils font souvent référence à Hippocrate. Hippocrate, que vous connaissez peut-être, il est considéré comme le père de la médecine. C'était un grec, je ne saurais pas te dire de où exactement, mais en tout cas, c'était dans les années 460-377 avant Jésus-Christ. Oui, les naturopathes font référence à Hippocrate, mais ils ne font pas référence à ce que dit naturopathe en termes de connaissances qu'il a pu apporter. Les connaissances que Hippocrate a apportées, notamment en anatomie et en médecine, sont largement dépassés aujourd'hui. C'était une époque où on n'avait pas du tout la connaissance du corps humain qu'on avait. On n'avait pas vraiment le droit à son époque de disséquer, d'ouvrir un corps humain, de voir comment ça se passait à l'intérieur. Bon, je crois qu'il le faisait un peu, mais voilà, il était quand même assez précis mais ça a rien à voir avec ce qu'on fait aujourd'hui. Aujourd'hui, on a une connaissance ultra précise du corps humain. On a des systèmes d'imagerie qui ont rien à voir avec ce que simplement ses yeux pouvaient voir à l'époque. Mais c'est pas ça l'enjeu, c'est pas la question de ce qu'il a écrit en termes de connaissances, les connaissances qu'il a apportées. C'est un peu comme Aristote, je sais pas si certains connaissent aussi, lui aussi c'est un philosophe grec qui a apporté beaucoup de choses, mais qui a dit beaucoup de bêtises en termes de connaissances. Mais c'est pas pour autre ça qu'il est étudié encore aujourd'hui. Pourquoi il est étudié encore aujourd'hui, pourquoi Hippocrate est encore une référence pour les naturopathes, c'est pour son esprit en fait, c'est pour ce qu'il a fait à l'époque, c'est-à-dire qu'il a à l'époque, on croyait que les maladies venaient des dieux, en fait, que c'était quelque chose qui nous tombait dessus, qu'on pouvait rien y faire, que c'était en gros, on avait déplu à des dieux, on les avait mal priés, on leur avait pas fait les offrandes qu'il fallait, et du coup, on tombait malade pour ça. Mais du coup, non, Hippocrate a rappelé que non, la maladie, c'était quelque chose qui se passait ici et maintenant. C'est le mode de vie, c'est l'alimentation, que ton aliment soit ta première médecine. C'était un des enseignements de Hippocrate qui aujourd'hui fait encore pas mal écho à la situation qu'on peut connaître aujourd'hui. Évidemment, l'alimentation ne résout pas tout, mais c'est quand même central dans l'équilibre de la santé. Donc c'est vraiment ça qui est la référence aujourd'hui en fait. Quand un naturopathe fait référence à Hippocrate, il va pas faire référence à son corpus d'anatomie, etc. C'est pas ça l'enjeu. Il va faire référence à cet esprit dont a fait preuve Hippocrate, cette capacité à rappeler que non, la santé, c'est ici et maintenant. C'est qu'on peut en être acteur. C'est qu'il se passe quelque chose dans ma vie qui fait que je vais me tomber malade éventuellement, voire ma santé se dégrader, et que on a les pouvoirs de faire quelque chose. Oui, Nathalie, le serment Hippocrate a aussi beaucoup apporté en termes de déontologie. Nathalie parle du serment d'Hippocrate que les médecins prononcent encore au moment où ils le deviennent. Et il a aussi beaucoup parlé de l'éthique de la médecine. Premièrement, ne pas nuire, c'est aussi une phrase qu'aiment beaucoup répéter les naturopathes, et pour de bonnes raisons. Donc voilà, ce que je veux dire, c'est que Hippocrate est une référence dans ce qu'il a apporté, tant sur le plan déontologique que sur le plan vraiment de son esprit, son rapport à la maladie, son rapport au corps, son rapport à la santé, mais ce n'est pas une référence aujourd'hui en termes de ce qu'il a dit sur le corps humain. Enfin, ça c'est complètement dépassé, et heureusement d'ailleurs que c'est complètement dépassé. Allez, on touche à la fin de ces idées reçues, mais il y en a une que dont je voulais vous parler aussi, c'est qu'on peut parfois penser que les naturopathes font preuve de techniques un peu extrêmes,
je pense que vous avez déjà entendu parler des saignées, des lavements, etc. Enfin, des choses qui peuvent faire un peu peur. Et je suis tombé sur cette étude de sociologie d'une doctorante, Anaïta Grisoni, qui dit quelque chose d'assez intéressant. Elle fait une distinction globalement, c'est une distinction sociologique entre les naturopathes urbains et les naturopathes ruraux, en disant que les naturopathes ruraux avaient plus tendance, donc c'est plus une génération un peu plus ancienne, des naturopathes qui seraient retournés dans les campagnes, selon elle, dans les années 60-70, qui se revendiqueraient directement de l'héritage de Pierre-Valentin Marcheseau, je sais pas si vous le connaissez, mais en tout cas, voilà, une naturopathie un peu plus orthodoxe, et une naturopathie plus moderne, plus contemporaine, et plus urbaine, qui, elle, va être en fait essentiellement des conseils alimentaires. Comme elle dit, des conseils alimentaires aménagés en fonction des dispositions du client. Hein, c'est un peu ce que on peut penser de la naturopathie aussi aujourd'hui. Donc, ça existe encore des techniques, le lavement, le jeûne, et par exemple, elle cite le jeûne et les monodiètes. Le jeûne et les monodiètes peuvent être encore utilisés dans certains cas, mais c'est pas forcément la base en fait de la naturopathie aujourd'hui, d'une naturopathie qui est en fait beaucoup plus démocratisée, beaucoup moins subversive qu'elle aurait pu paraître, ou alors que certains médias essayent de la décrire. C'est quelque chose en fait c'est un peu l'objectif de mon propos, de vous dire qu'en fait c'est un peu du bon sens en fait parfois, même souvent, notamment en ce qui concerne l'alimentation, la gestion du stress et l'activité physique, que c'est du bon coaching, que c'est des choses qui en fait sont relativement faciles à mettre en place pour les personnes à qui on les conseille, et que c'est pas des choses qui peuvent être vraiment un peu extrêmes, quoi, un peu drastiques, comme le dit NAI, comme peuvent l'être par exemple la saignée ou les lavements. Enfin, le naturopathe ne mange que des graines germées. Ça, c'était une petite référence aussi à nos élèves de la promotion des graines germées de l'école de santé naturelle. Enfin bref, c'est aussi quelque chose qu'on peut dire. Les naturopathes sont que des graines germées. Il n'y a pas très longtemps, je lisais un commentaire justement sur la publication autour de ce live de quelqu'un qui disait la naturopathe, c'est des gens qui mangent des pâtes bio uniquement. Enfin voilà, des choses comme ça. Non, le naturopathe, c'est pas ça. Le naturopathe, là, je vous ai mis des photos, mais c'est un peu pour la blague de Anne et Mathilde, qui sont des collègues à moi, qui sont elles-mêmes naturopathes, et en fait, oui, qui boivent de l'alcool, qui mangent de la charcuterie. Alors, je le recommande pas. Je suis pas en train de dire que c'est bien de boire de l'alcool ou de manger de la charcuterie. Non, même l'alcool peut, à partir d'un verre, s'avérer néfaste pour la santé, comme certains articles disent. Mais c'est une question d'équilibre, quoi. C'est une question de savoir se faire plaisir, faire attention. Beaucoup, bien manger, éviter l'alcool au maximum, mais c'est aussi se faire plaisir, aussi savoir profiter de la vie, de ces instants qui sont certes pas forcément bons pour la santé, mais qui font du bien au moral. Voilà, c'est le moral aussi a cette importance dans l'équilibre, et faut pas se mettre une pression de dingue, faut pas commencer à développer des troubles alimentaires, etc. C'est aussi une dérive qui existe. D'ailleurs, j'aurais pu citer cette question un peu de l'obsession que certains naturopathes ou certaines personnes qui vont consulter une naturopathie ou des étudiants de naturopathie peuvent avoir autour de l'alimentation, deviennent un peu obsédés de la recherche un peu de la perfection dans l'alimentation. Faut aussi, la naturopathie vise en fait un équilibre, et en fait c'est pas être naturopathe que de chercher une forme de une perfection, et que d'avoir un rapport obsessionnel à l'alimentation saine. Le naturopathe, au contraire, va savoir souffler à certains moments et se permettre des moments qui pourraient pas recommander à un client parce que c'est pas en soi c'est pas bon pour la santé, mais qui font plaisir. Et enfin, tout le monde peut devenir naturopathe. C'est la dernière des idées reçues dont je voulais vous parler aujourd'hui. Et la réponse, c'est oui et non. Oui, parce qu'en fait, malheureusement, c'est un métier non encadré, qu'en France, tout le monde peut devenir naturopathe, on n'a même pas besoin de faire une formation. Mais non, dans le sens où tout le monde ne peut pas devenir un bon naturopathe. Là, je vous ai mis les avis de ma collègue Anne, qui est naturopathe à Paris, donc 4,9, 78 avis sur Google. C'est quand même le signe que c'est une bonne naturopathe, dûment formée, etc. Et j'ai envie de penser que les clients se rendent compte au bout d'un moment si la personne est correctement formée et qu'elle fait son métier
comme elle doit le faire. Je vais m'arrêter 2 secondes pour regarder les questions, j'ai l'impression qu'il n'y en a pas beaucoup. Nathalie Navarro demande c'est quoi la différence majeure entre le naturopathe et le diététicien? Bah, il n'y a pas de. La différence majeure, c'est les études. Le diététicien, déjà, a fait des études, un BTS diététique, voilà, est passé par un cursus propre. Mais le naturopathe, pas forcément. Après, on a des. Et aussi, le diététicien a un référentiel en termes de nutrition qui n'est pas forcément celui du naturopathe, parce que le naturopathe en fait va intégrer l'alimentation à un accompagnement plus global, et il va prendre en compte la personne en face de elle. Il va pas faire des recommandations un peu génériques sur la nutrition, mais va vraiment prendre en compte. Quand je parlais d'origine culturelle tout à l'heure, un bon naturopathe va s'intéresser aussi à la culture de la personne, parce qu'il y a des gens qui arrivent, qui ont des habitudes alimentaires quand même qui sont très prononcées, qui mangent, voilà, qui parlent de leur culture, leurs origines culturelles, vont avoir une manière de manger, tant en termes de saveur que de quantité, de façon très particulière, et le naturopathe doit prendre ça en compte. Il peut pas lui dire du jour au lendemain de passer au navet à l'eau, quoi. Enfin, c'est des choses aussi comme ça. Et le naturopathe va aussi s'intéresser à la nutrition, enfin à l'alimentation de la personne par rapport aussi à son activité physique, par rapport à la manière qu'elle a de parler de son travail aussi. Le naturopathe va très vite s'intéresser à la vie professionnelle de la personne quand il va faire des recommandations alimentaires, parce que c'est quand même souvent lié, la manière dont on mange est quand même souvent liée à notre activité professionnelle, parce que ça prend beaucoup de place et on doit caser des repas entre, voilà, tout ça. Le naturopathe va vraiment prendre en charge, quand il va faire des recommandations alimentaires, il va prendre en compte tout ce que il a pu comprendre de la personne sur le plan global. Le diététicien, lui, va plus s'intéresser vraiment aux effets des nutriments, etc. Maintenant que j'ai votre attention, je vais aussi vous parler de notre formation et de notre accompagnement. Globalement, tout ça pour vous dire que la vision que j'ai essayé de vous montrer du naturopathe, c'est la vision qu'on défend à l'école de santé naturelle, et c'est aussi voilà, que c'est la vision qu'on défend dans notre enseignement, et ça passe par un certain nombre de choses. Donc voilà, j'aimerais rappeler rapidement notre raison d'être à l'école de santé naturelle, c'est promouvoir une naturopathie rationnelle et adaptée aux besoins actuels. Être acteur de la santé de demain, et aussi être capable de travailler avec les professionnels de la santé. J'ai dit, le naturopathe n'est pas un médecin, mais c'est pas pour autant qu'il ne travaille pas forcément avec des médecins. D'ailleurs, nous-mêmes, à l'école de santé naturelle, on travaille avec des médecins. Il y a des médecins qui viennent faire cours à nos élèves. Il y a des médecins qui sont des espèces de consultants au niveau, dès que on commence à parler de sujets d'ordre médicaux, enfin qui sont du champ de la médecine. On a des professeurs aussi qui travaillent vraiment avec des naturaux. On a une professeure qui travaille avec une gynécologue, et elle se renvoie des clients, des patients, voilà, quand ça s'avère nécessaire. La gynécologue, par exemple, va parfois envoyer certaines de ses patients chez la naturopathe, pour que la naturopathe puisse proposer un accompagnement complémentaire, non pas alternatif, mais complémentaire. Notre déontologie aussi, donc voilà, c'est un peu tout ce que j'ai dit aujourd'hui, hein. On a une charte de déontologie que vous pourrez retrouver sur notre site, que tous nos élèves signent une fois que la formation commence, et l'idée c'est que déjà la naturopathie laisse toute sa place au suivi médical et pharmaceutique. Ça, c'est important. Jamais, on l'espère, nos élèves ne diront à quelqu'un de se détourner d'un traitement, qui soit médical ou pharmaceutique. La naturopathie qu'on défend, elle vient en complément et pas en alternative. On enseigne beaucoup les sciences fondamentales. Nos cours sont beaucoup tournés autour de ça, donc autour de l'analyse, de la physio, l'étude de tous les systèmes, un peu en long, en large et en travers, mais ça stimule l'esprit. On promeut l'esprit critique aussi. Je vous ai parlé des travails de recherche de nos élèves, mais nous aussi, nos profs aussi,
vont faire un travail quand ils font leurs cours de vérification des sources, en fait, de questionnement toujours sur ce qu'on dit. Est-ce que on est dans quelque chose qui se rapproche du vrai ou pas? Enfin voilà, le but étant de former des gens qui soient dans le vrai justement et qui soient efficaces. Et on a trié aussi nos enseignements. Je vous ai parlé des techniques énergétiques et vibratoires, mais c'est pas que. On a aussi écarté l'iridologie de nos enseignements et la théorie des tempéraments notamment, et puis d'autres choses aussi, qui sont parfois traditionnellement enseignées dans les écoles de naturopathie, mais qui nous semblaient pas compatibles avec une vision de la naturopathie, une vision de la naturopathie comme on a voulu la défendre aujourd'hui. Notre accompagnement, donc déjà pour vous rappeler, l'école de santé naturelle est un institut qui en fait se rattache à l'organisme de formation de Cartésia Éducation, qui est un organisme de formation qui a une 13 années d'expertise dans le secteur de la pédagogie, notamment la pédagogie en ligne. Donc vraiment, on a un vrai savoir-faire là-dessus qu'on met au service de nos élèves et de la naturopathie. On se revendique comme étant des experts de la pédagogie en ligne en France aujourd'hui. Pardon. On a toute une équipe qui est derrière vous, c'est des ingénieurs pédagogiques, mais aussi des développeurs web, des graphistes, des techniciens audiovisuels, parce que tout cet environnement numérique, tout cet environnement pédagogique demande forcément des ressources, et ces ressources, elles sont là, et il y a toujours des gens qui sont là pour répondre aux moindres problèmes. Si quelqu'un a un problème sur sa plateforme, on y répond immédiatement. S'il y a un bug, c'est répondu. Si jamais là, ce soir, pendant ce live, il y avait eu un bug, il y a quelqu'un qui est dehors, qui attend et qui serait prêt à intervenir en cas de besoin. Enfin, voilà, il y a toute une mécanique aussi autour de, qu'on aime bien rappeler, toute une équipe qui est un peu dans l'ombre, mais sans qui ces formations et cette formation de naturopathie ne pourrait pas exister. Évidemment, les professeurs. Je vous les cite pas forcément tous, mais c'est pour vous dire en fait, c'est surtout qu'ils viennent de milieux très variés. On a des naturopathes qui se sont formés jeunes, on a des naturopathes qui se sont formés en reconversion, on a des gens qui viennent du milieu médical, on a des gens qui viennent du milieu du médical et qui se sont formés à la naturopathie, d'autres pas, qui sont purement des professionnels de la santé. On a toutes sortes de personnes, on a aussi des entrepreneurs qui viennent apporter leur expertise pour aider nos élèves à développer leur activité, à en vivre, notamment en fin de formation. Et voilà. Donc c'est notre équipe, une partie de notre équipe là que vous voyez là, elle est beaucoup plus nombreuse. Mais je vous invite aussi à aller sur notre site si vous voulez apprendre à les connaître. En plus, on a quelques exemples de cours et vous pouvez retrouver sur notre vidéo YouTube aussi. Certains de ces professeurs ont déjà fait des cours sur Facebook pour donner un peu une image de ce qu'ils savent faire. Et voilà, ça vaut le coup, c'est assez intéressant. Le parcours, donc là j'ai vu une question passer sur la question de la durée. Donc globalement, si vous vous inscrivez aujourd'hui, il y a un cycle préparatoire en biochimie, biologie et en anatomie qui commence en avril et qui dure jusqu'en décembre, à raison de 2 heures par semaine. On a décidé de ne pas le faire trop lourd ce cycle, dans le but vraiment de vous aider petit à petit à reprendre ou à apprendre les bases de l'anatomie, de la biologie. Qu'est-ce qu'une molécule, qu'est-ce qu'une cellule, qu'est-ce qu'un tissu, qu'est-ce qu'un organe, comment fonctionne grosso modo le corps humain. Et ça jusqu'en décembre, petit à petit, parce que c'est pas forcément très digeste, c'est pas forcément ce qui est le plus fun, le plus intéressant. Enfin, c'est intéressant, mais c'est pas forcément ce qui est le plus facile à apprendre en quelque sorte, surtout quand ça fait longtemps qu'on n'a pas abordé ces notions. Donc, on a préféré y aller vraiment très progressivement sur cette partie-là, pour à partir de janvier 2024, vraiment là, on lâche un peu les rênes et on passe de 6 à 8 heures de cours par semaine. Et là, on commence à rentrer vraiment dans le vif du sujet, la naturopathie, la physiologie des systèmes, les accompagnements, la mise en pratique, la mise en situation, l'entraînement, etc., les devoirs qui arrivent. Enfin, ça devient, faut le savoir, faut en être conscient, c'est assez soutenu. Oui, Nathalie, tout se fait en distanciel pour répondre à votre question, via une plateforme. La plateforme, je peux vous la montrer très rapidement. Attendez, pardon. Je vous montre la plateforme de nos élèves.
Vous la voyez? Donc ouais, ça c'est la plateforme de nos élèves. Ça c'est la plateforme de nos élèves de la promotion qui est actuellement en 2e année. Voilà comment elle se présente. Là c'est les replays des lives. Donc oui, donc les lives ont lieu à 20h le soir en général. Parfois ça peut arriver qu'ils aient lieu en journée, en semaine, le week-end. Mais généralement c'est 20h, 20h le soir. Et mais en tout cas, tous les lives restent disponibles en replay, évidemment, tout le long de la formation. Et je vais vous montrer à quoi ressemble un replay. Voilà. Voilà à quoi ressemble un replay de cours c'est un cours de nutrition avec Irène. Donc il y a ça, il y a la vidéo que vous pouvez actionner. Le cours dure 2 heures en général. Parfois ça dépasse un peu, parfois c'est un peu moins, mais généralement c'est 2 heures. Vous avez pour chaque cours une boîte à questions, comme ça vous pouvez poser vos questions, même si vous le voyez en replay, il y aura quelqu'un qui vous répondra. Généralement dans la semaine, il faut quelques jours pour que la personne qui y répond en prenne connaissance, mais il y aura toujours quelqu'un qui répondra à vos questions. Vous pouvez aussi évaluer ce cours, le commenter. Ça permet aussi aux professeurs, cette évaluation permet aux professeurs d'avoir des retours en fait sur ces cours, de les améliorer de cours en cours, de s'améliorer, etc. C'est des choses qui sont assez importantes. On vous propose aussi un petit quiz, un petit test de connaissances qui est vraiment pour vous aider. C'est de l'auto-évaluation, c'est pas noté ça. Et voilà, on chapitre aussi tous les lives, comme ça si vous voulez retourner un point que vous n'avez pas vu, vous avez juste à cliquer. Voilà globalement. Si vous voulez en savoir plus sur notre plateforme, je vous invite à prendre un rendez-vous avec un de nos conseillers, Roland, qui est là, peut-être remettre un lien vers la prise de rendez-vous, parce que du coup nos conseillers peuvent vous faire des démos un peu plus approfondies de comment fonctionne vraiment notre plateforme. Donc voilà, donc je vous ai parlé des cours, c'est 6 à 8 heures de cours par semaine, il y a les lives sont interactifs, donc il y a toujours un chat, vous pouvez aussi poser des questions si vous le regardez en replay. Vous avez un mentor aussi, une demi-heure de rendez-vous de mentorat par mois qui vous est proposé, c'est pas obligatoire, mais si vous voulez à un moment donné faire un point sur votre état d'avancée, sur comment vous vous sentez dans la formation, sur votre organisation, vous avez un mentor qui vous est dédié et que vous pouvez voir tous les mois pendant 30 minutes. Des entraînements et des cas pratiques réguliers qu'on corrige en vidéo. Donc on a proposé un outil qui s'appelle la vidéo correction. Quand vous faites un devoir, vous le recevez toujours en vidéo correction. C'est-à-dire qu'il y a quelqu'un qui va se filmer, un peu comme là je fais, mais imaginez que c'est une copie et c'est pas un PowerPoint et que je vous fais un retour oral de votre copie, de vos forces et aussi de vos axes d'amélioration. Et aussi un accompagnement post-certification qui dure en fait à peu près 1 an. Et pendant cette période-là, vous avez aussi continué à avoir accès à tous les cours de la formation en replay pendant au moins 1 an. Ouais. Concernant le prix, parce que évidemment ça a un prix, aujourd'hui vous pouvez rejoindre la promotion des baies de Goji, c'est la nouvelle promotion là, de l'école de santé naturelle, et c'est jusqu'au 31 mars. Vous bénéficiez du meilleur tarif que vous pourrez jamais avoir, c'est 4 500 € au lieu de 6 500. C'est vraiment une très grosse promotion, c'est la promotion Early Bird, mais ce sera vraiment plus le cas après le 31 mars, hein, on ne pourra plus jamais s'inscrire à ce prix-là. Donc si ça vous intéresse et que vous êtes quasiment déjà décidé, n'hésitez pas. Mais aussi, il faut savoir que on propose un programme d'égalité des chances pour les personnes qui en ont besoin, c'est-à-dire qu'on accorde des réductions qui peuvent aller de 10 à 50% du prix de la formation en fonction de la situation. On demande aux personnes de remplir un dossier, de nous envoyer un certain nombre de justificatifs et on se réunit en commission quasiment toutes les semaines pour prendre des décisions et accorder ou non des réductions aux personnes en fonction de leur situation. Et évidemment, vous pouvez échelonner vos paiements pendant toute la durée de la formation. Si vous avez des questions, Roland, Maher, Karel, Laurence et Christelle, Roland qui est là d'ailleurs à ce live qui répondait à toutes les questions, sont disponibles pour y répondre. Vous pouvez prendre un rendez-vous en téléchargeant le support et en cliquant ce lien, ou alors en cliquant sur le lien que Roland a mis en commentaire sur Facebook. Et je vous dis merci beaucoup, j'ai passé un très bon live et j'espère que ça vous a plu aussi. Bonne soirée!